Là, je viens de finir l'étape 2 et l'étape 3 du GR et c'était tellement technique avec des parties vraiment très abruptes. C'était vraiment de l'escalade au final. Je viens de finir l'étape 4 et l'étape 5 du GR20. Quelle étape, quelle journée, c'était tellement intense. Tu te dis que ouais, tu as intérêt à être solide physiquement et aussi fort mentalement pour tenir sur la durée parce que cette première étape, ça peut te faire douter un petit peu de tes capacités physiques sur le long terme. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de cette fameuse randonnée en Corse. Est-ce que c'est vraiment une des randonnées les plus difficiles d'Europe? Comment c'est réalisé? Donc on s'est embarqué là. Est-ce qu'il y a une différence entre dormir en refuge ou en tente? Est-ce que tout le monde peut faire le GR20? Bref, dans cette vidéo, je vais répondre à plein de questions que tu te poses sûrement, donc j'espère que tu es bien installé parce qu'on part tout de suite sur le premier chapitre, à qui s'adresse le GR20. Si tu t'intéresses un minimum au GR20, tu as dû te rendre compte qu'on parle de 180 km avec plus de 12 000 mètres de dénivelé positif, ce qui en fait une des randonnées les plus difficiles d'Europe. En revanche, moi, ce qui m'a personnellement surpris, c'est de voir qu'il y a tout type de profil sur le GR20. Tu vas autant avoir des très jeunes qui débutent dans leur vingtaine, voire même 18-20 ans, que des personnes beaucoup plus âgées, aux alentours des 65-70 ans. C'était pas étonnant de voir des groupes de personnes un peu plus âgées qui faisaient le GR20, alors à leur rythme forcément, beaucoup plus lentement, avec beaucoup plus de précautions, mais tu vas vraiment avoir tous les âges. Le GR20 ne s'adresse pas uniquement à l'élite de la randonnée ou aux experts du trekking. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est ta préparation et être sûr que tu prends ça suffisamment au sérieux pour ne pas te faire surprendre. Parce que malgré qu'il y a tout type de profil sur le GR20, il y a énormément d'abandons chaque année pour cause de blessures ou des gens qui ont sous-estimé le GR20. Moi, ça m'est arrivé quasiment tous les soirs en arrivant au refuge de croiser des gens qui prenaient pas ça au sérieux ou qui ne se sont pas assez préparés et qui sont étonnés de voir la difficulté. Après 1 ou 2 jours, ils sont juste épuisés. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre ceux qui préparent bien et ceux qui arrivent en touriste. Bon, du coup, tu l'auras compris, j'insiste beaucoup sur le fait de bien se préparer et de prendre le GR20 au sérieux. Du coup, la prochaine question qu'on peut se poser, c'est à quel point le GR20 est technique. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que même moi, en ayant eu un bon entraînement et une bonne préparation, j'ai été très surpris. Actuellement, je vis en Suisse, c'est là où d'ailleurs je tourne cette vidéo et j'ai l'habitude d'être en montagne, de faire du dénivelé, de faire beaucoup de randonnées sur de longues distances. Mais la particularité, c'est que le GR20 est tellement technique et tellement abrupt que tu auras beau t'entraîner dans les meilleures conditions en France ou ailleurs, le GR20, c'est vraiment un terrain qui est très unique. Ça y est, au sommet, à 1962 mètres d'altitude. On vient de se taper une montée qui descendait, enfin qui vient de la vallée en bas là, jusque là. C'était mortel. Et toi, t'as kiffé? Je suis mort. C'était intense, très intense. J'ai les jambes en feu, mais la bonne nouvelle c'est que le refuge est pas loin. Normalement, d'après ce qu'on nous a dit. Entre 20 et 40 minutes. Je peux regarder le panneau, mais là je vois un balisage. Encore. Je suis explosé là. Allez, c'est parti. On va voir. Rendez-vous au refuge. Tu n'as pas forcément de chemin en zigzag ou qui va faire vraiment le tour de la montagne pour monter tranquillement jusqu'en haut. En Corse, tu vas avoir des ascensions qui vont être à pic et qui vont monter directement droit vers la montagne. Ça prend des heures, c'est extrêmement physique et une fois que tu arrives au sommet, tu vas redescendre également mais droit en descente. Ce qui fait que tu vas dépenser énormément d'énergie et tu vas énormément solliciter tes genoux, tes chevilles, tes cuisses. Oh, ça y est, enfin je suis posé. Franchement, là je viens de finir l'étape 2 et l'étape 3 du GR et c'était tellement technique et tellement éreintant. En vrai, je pense qu'il y a, j'essaie de chercher des mots là, avec la fatigue, il n'y a rien qui me vient, mais c'était juste extrême. Franchement, c'était les 2 étapes les plus dures que j'ai faites sur le GR. Après, tu me diras, j'en ai fait que 3. Hier, j'ai fait que la première étape, mais pour te dire, j'en ai fait des randonnées à faire des entraînements en Suisse, faire du dénivelé, faire des randonnées dans la neige, à avoir la neige jusqu'aux genoux. Donc pour te dire, j'ai fait des trucs vraiment extrêmes, mais alors là, je comprends mieux quand les gens disent que le GR20, c'est pas une randonnée pour les débutants et que c'est considéré comme une des randonnées les plus dures d'Europe. Là, pour te donner un ordre d'idée, donc j'ai fait 2 étapes, ce qui représente à peu près 16 km et j'ai mis presque 9 heures. 9 heures à faire 16 km pour te donner juste un ordre d'idée du chantier et à quel point c'est imposant et c'est ultra physique. Parce que le problème avec le GR, en tout cas ce que je me rends compte, surtout dans la partie nord, c'est qu'en fait tu n'as jamais de répit.
que ce soit les montées ou les descentes. Les montées, c'est des murs, tu as des marches avec des rochers, c'est même plus des cailloux, c'est des rochers à escalader. Chaque pas, ça te demande un effort physique supplémentaire. Et une fois que tu as réussi à monter, à gravir le sommet, après tu as la descente. Et la descente, elle est tellement casse-gueule. Tu as des énormes rochers. En fait, ce que tu as fait en montée, eh ben, tu dois faire la même chose en descente. Enfin, en fait, tu n'as pas de moment où c'est un peu roulant, où tu peux juste récupérer de l'énergie. Non, là, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. C'est juste extrême, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Donc une randonnée de 15 km que tu peux faire en 6 heures en Corse, tu peux rajouter facilement 2-3 heures en plus parce que tout prend énormément de temps. Personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une étape sur le GR20 qui a été tranquille, où j'ai pu récupérer ou me reposer. Tous les jours, il y avait des nouveaux challenges et des nouvelles ascensions à faire en montant droit et en redescendant droit. Et c'est le GR20, il faut vraiment que tu gardes en tête que c'est que ça. Tu vas monter, redescendre, remonter, redescendre. Tu n'as quasiment jamais de plat. Ou alors si c'est du plat, c'est vraiment avec des gros cailloux techniques où tu ne peux pas vraiment déconnecter et aller en pilote automatique. Ça n'existe pas. Donc pour résumer, oui, le GR20 est technique, c'est exigeant. Tu vas avoir très peu de moments où tu vas pouvoir vraiment profiter et juste lâcher les jambes, relâcher un peu et marcher tranquillement. Tu vas devoir toujours être concentré, ce qui fatigue beaucoup pour le coup. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est que le GR20, tu peux le faire à plusieurs périodes. Et selon la période, ça peut être plus ou moins difficile justement. Du coup, pour ce troisième chapitre, je vais te donner mon avis sur la meilleure période pour faire le GR20. Personnellement, je suis parti début juin, ce qui était idéal pour moi parce que c'était le tout début de saison, il n'y avait pas trop de monde, c'était super agréable, surtout que le GR20 est connu pour avoir énormément d'affluence. En revanche, là où ça peut être délicat début juin, c'est que tu vas encore avoir de la neige sur les sommets, ce qui va te demander de ramener des crampons et d'avoir un minimum de technicité ou être au moins à l'aise à marcher dans la neige avec des ascensions. Donc c'est des choses qui doivent se préparer en amont. Si tu n'es pas forcément à l'aise avec tout ça, je te recommande pas d'y aller en début de saison, début juin, parce que ce sera pas l'idéal, tu vas te faire beaucoup de frayeurs et tu risques de te blesser en glissant dans la neige, donc c'est vraiment pas ce que je te recommande. De même, tout ce qui est fin juillet, début août, voire tout le mois d'août, je te le recommande pas non plus. C'est là où tu vas avoir, on va dire, le plus de personnes grand public entre guillemets, avec un peu moins d'expérience, où tout va un peu se mélanger, les gens qui n'auront pas forcément tous les codes de la randonnée, donc tu peux vite avoir des frictions ou des éléments qui vont te déranger ou qui vont vraiment te frustrer. Et au-delà de ça, c'est vraiment la période la plus chaude pour le GR20 et donc tu risques vraiment d'être impacté par la chaleur, ce qui n'est pas l'idéal en randonnée. Du coup, la seule période qui reste, c'est fin juin, début juillet. Pour le coup, moi je te recommande, je trouve que c'est l'idéal parce que tu ne vas pas être encore dans la haute saison du GR20, tu vas être vraiment sur la fonte des neiges fin juin, donc tu vas avoir des accès très faciles, tu ne vas pas forcément avoir besoin de prendre des crampons ou même des piolets, tout sera dégagé et en plus de ça, tu vas être vraiment sur la saison qui aura débuté ou les refuges qui seront vraiment bien rodés avec les premiers passages de début juin et donc tu vas avoir des températures aussi beaucoup plus agréable, tu vas pas forcément avoir des pics où tu vas dépasser les 30 degrés. Donc pour moi, je te recommande vraiment cette période. Si tu as l'occasion d'y aller, c'est vraiment l'idéal. Une question que j'ai eu énormément sur mes réseaux, beaucoup de monde se pose la question de quand il faut dormir sur le GR20, est-ce qu'il vaut mieux aller en refuge ou dormir en tente ? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, ça va surtout dépendre de ton profil et de ce que tu recherches. Moi personnellement, j'ai dormi quasiment tout le temps en refuge. L'avantage du refuge, c'est que tu vas avoir un vrai matelas. Tu vas dormir dans une pièce fermée, au chaud. Tu vas moins être dépendant de la pluie ou du vent. Donc ça, c'est vraiment un confort supplémentaire. En revanche, le gros problème de dormir en refuge, c'est que tu vas être une trentaine de personnes maximum par chambre, ce qui fait que tu vas avoir tous les soirs, je dis bien tous les soirs parce que ça m'est arrivé, des personnes qui ronflent. Alors je ne sais pas à quel point tu es sensible au ronflement ou pas, mais quand tu as une, voire deux, voire trois personnes qui ronflent en même temps à côté de toi dans la même pièce, je peux te garantir que les nuits vont être très courtes. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir dans le refuge. En revanche, pour le côté un peu plus confort avec un matelas, dormir au chaud, etc., c'est quand même un peu plus agréable.
En revanche, pour la tente, donc tu vas avoir le choix, soit tu peux réserver une tente sur place, comme ça tu n'as pas besoin de prendre la tienne, ou alors tu peux très bien prendre la tienne et réserver un emplacement libre, comme ça tu peux monter ta tente à la fin de la journée. Ça, c'est quelque chose que je ne te recommande pas forcément si c'est la première fois que tu fais un trek sur plusieurs jours. Si tu as déjà l'habitude de faire du bivouac, de prendre ta tente, de la monter, etc. Dans ce cas-là, tu seras très bien préparé pour le faire. Mais pourquoi je ne te le recommande pas autrement? Parce que quand tu te seras tapé une journée de 10 heures de randonnée, que tu seras fatigué, que tu auras faim, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de prendre 20 minutes pour monter ta tente, t'installer, etc. Donc la meilleure solution, j'ai envie de te dire, c'est de réserver une tente sur place. Dans les tentes, il y aura toujours des petits matelas très fins. C'est l'équivalent d'un matelas de yoga, si tu veux, un peu plus rembourré, mais en termes d'épaisseur, c'est un peu ça. Et l'avantage avec la tente, c'est que tu vas pas avoir 5-6 personnes qui peuvent potentiellement ronfler à côté de toi. Et surtout, ce qui est bien quand tu dors en tente, c'est que tu gères ton réveil. Tu vas pas être dérangé par certaines personnes qui peuvent partir très tôt le matin. Parce qu'en refuge, il y a des personnes qui vont se lever à partir de 4h30 du matin pour les premiers. Et ensuite, ça va se lever tout le temps jusqu'à à peu près 5h30, 6h maximum. Donc ça peut être vite dérangeant pour toi si tu as un sommeil léger. Alors qu'en tente, tu peux avoir du bruit des personnes qui passent autour de ta tente, etc. Mais ce sera beaucoup moins important en théorie que dans le refuge. Et surtout aussi, l'avantage, quelque chose qui peut être agréable, c'est qu'en tente, tu vas avoir beaucoup plus de place pour prendre ton sac, sortir toutes tes affaires, te réorganiser, etc. Alors que dans le refuge, c'est des matelas qui sont les uns à côté des autres. Ce qui fait que tu vas avoir ton sac au pied du lit, mais tu ne vas pas pouvoir sortir toutes tes affaires et t'étaler, etc. Donc ça peut être un petit peu frustrant aussi en fonction de ton organisation personnelle et de la manière dans laquelle tu veux te détendre le soir en sortant de toutes tes affaires ou pas. Donc encore une fois, ça va vraiment dépendre de ton profil, de tes habitudes et de ce que tu vas rechercher sur ce GR. Maintenant, concernant les étapes, à quoi il faut s'attendre, de quelle manière il faut se préparer, qu'est-ce qui rend ce GR20 si particulier, c'est ce dont on va parler dans ce chapitre 4. Tu as forcément dû en entendre parler, le GR20 est divisé en deux parties. Tu vas avoir d'un côté le nord et de l'autre côté le sud. Le nord est réputé pour être très aérien, avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de technicité, alors que le sud est en théorie réputé pour être beaucoup plus roulant, beaucoup plus agréable et un peu moins technique. Alors pour être totalement transparent avec toi, c'est ce que tout le monde dit et c'est ce que j'ai entendu aussi, mais je n'ai pas trouvé de grosse différence entre le nord et le sud. Je trouve que les deux sont tout aussi difficiles pour différentes raisons, mais ne t'attends pas à faire la moitié du GR au nord qui va être dur et ensuite c'est relax sur le sud où tu vas pouvoir te détendre avec des petits chemins, des petits sentiers, etc. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Pour commencer avec le nord, effectivement tu vas avoir des premières étapes qui vont être très aériennes, où tu vas avoir beaucoup d'ascensions qui vont se rapprocher de l'escalade, où tu vas avoir des chaînes accrochées sur lesquelles tu vas pouvoir te tenir. Donc ça va être très long. Ce ne seront pas des étapes qui seront très longues en termes de distance. Par contre, en termes de durée, tu peux en avoir pour 6 à 8 heures selon ta vitesse. Une fois que tu auras passé ces premières 3-4 étapes qui seront très aériennes, très physiques dès le début, tu vas avoir une portion, on va dire, de l'étape 4, 5, 6, 7, on va dire le milieu, où là, tu vas avoir un petit peu de tout. On est d'accord que là, on est sur l'étape 5, non? On est sur... Parce qu'on a... On a fait 1 plus 2 plus 2, c'est... Oui, 5. C'est la 5e, là? 5. Ah, franchement, tu vois, tu commences à sentir qu'on bascule tranquillement vers le sud. Ouais, c'est clair. Quand tu vois là le relief un peu plus roulant, quand même toujours des pierres un peu cassantes qui peut te niquer une cheville en l'espace d'un coup. Mais là, c'est quand même pas mal, hein. Je pense que là, on va aller de plus en plus vers quelque chose de plus sympa, de moins traumatisant, on va dire. Et qu'on connaît surtout. Ouais, ce sur quoi on a eu l'habitude de s'entraîner, quoi. Enfin, des randonnées au final, quoi. Pas de l'escalade. Tu vas avoir une étape vers le refuge de Manganou qui va être super agréable. Tu vas avoir un très beau lac où là tu vas avoir un peu une étape de transition qui va être un peu plus accessible, un petit peu moins aérienne, mais tout aussi challengeante en termes de dénivelé. Et une fois que tu auras passé Manganou, tu vas avoir là 3 grosses étapes où tu vas avoir de grosses ascensions, des passages très techniques où là on va être beaucoup plus proche de l'alpinisme. Une fois que tu auras passé ces 3 étapes après Manganou, là tu vas commencer à basculer tranquillement vers le sud. Et le sud, en fait, la particularité, c'est que forcément ce sera moins aérien que le nord. Mais pourquoi je dis que c'est tout aussi difficile? Parce que tu vas avoir
aussi beaucoup de dénivelé et surtout énormément de descente. Parce qu'au fur et à mesure où tu vas arriver vers la fin à Calenzana, eh bien, il va falloir redescendre toutes les montagnes et toutes les ascensions que tu as pu faire juste avant avec le nord. Et donc là, quand tu te seras tapé plusieurs jours de randonnée, à mal dormir, à avoir des courbatures, quand tu dois te taper 3, 4, 5 heures de descente d'affilée, je peux te dire que tu as intérêt à avoir les genoux et les chevilles solides parce que c'est très long. Donc si je peux te donner un conseil, ne considère pas le GR20 dur uniquement sur la partie nord parce que la particularité du sud, c'est que tu vas aussi avoir l'accumulation de la fatigue, des courbatures. Donc ça peut aussi influencer ton expérience sur le sud et la manière dont tu appréhendes les étapes. Là aussi, la question qui peut se poser, parce que depuis le début, je sous-entends que le GR20, on le commence par le nord, mais tu peux aussi bien le commencer par le sud. Ça va vraiment dépendre de ta stratégie et de comment toi tu envisages faire ce GR20 et en combien de jours. Le premier état d'esprit, c'est de se dire que au début, on a le physique qui est frais, on est lucide, on est vraiment en bonne santé, entre guillemets. Donc, on veut commencer par le plus dur tout de suite, au moins c'est fait et on s'en débarrasse. Dans ce cas-là, je te recommande de commencer par le nord parce que c'est là où ça va être le plus exigeant et où tu vas devoir avoir le plus de concentration. En revanche, l'autre état d'esprit, c'est de se dire « Ok, moi j'ai envie de commencer tranquillement pour me mettre vraiment dans le rythme et de voir un petit peu à quoi m'attendre. Et donc j'ai envie de commencer tranquillement par le sud avec des ascensions un peu plus tranquilles et finir par le nord où là en l'occurrence, j'aurais eu cette expérience et j'aurais pu vraiment me préparer avec les différentes étapes juste avant. Là, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Ça va vraiment dépendre de ton état d'esprit. Enfin, pour tout ce qui est le matériel à prendre, qu'est-ce qu'il faut apporter, le poids du sac à dos, etc. Ça, je ferai peut-être une vidéo dédiée. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse parce que ça va vraiment dépendre du nombre de jours que tu veux faire. Est-ce que tu pars en autonomie avec ta tente et avec ta nourriture ou est-ce que tu préfères dormir en refuge et payer tes repas dans le refuge? Donc ce serait un peu compliqué de te faire un résumé hyper court sur ça parce que ça va vraiment dépendre de plein de facteurs différents. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo dédiée ou alors sinon pose-moi tes questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà toutes mes recommandations pour réussir le GR20. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres questions en commentaire. Je pense que j'ai essayé de faire quelque chose qui soit rapide, simple et surtout concret. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo explicative avec chaque étape en détail pour vraiment avoir une compréhension globale sur à quoi s'attendre sur le GR20. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en commentaire également. Et autrement, je te souhaite plein de réussite pour ton GR20. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!